On va passer à la communication suivante. J'appelle le docteur Laroche qui va nous dire, pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou le temps d'aller au congrès ISTH, il va nous dire les points essentiels de ce congrès. Bien, bonjour. Merci d'être nombreux ce matin. Voilà. Attendez, je reviens sur mes conflits d'intérêts parce qu'en fait, pour ce congrès, j'ai été invité par le laboratoire Léo. Alors, l'ISTH a lieu tous les 2 ans. C'est un congrès qui est dédié à la fois à la thrombose et à l'hémophilie. Donc cette année, c'était à Berlin au mois de juillet. Il y avait 9000 participants d'environ 90 pays. Et le congrès, s'est très bien passé. Il y a eu vous voyez, plus de 3000 résumés scientifiques soumis par des cliniciens scientifiques et étudiants de 83 pays. Alors, j'ai essayé de faire une synthèse des enseignements de Berlin en ce qui concerne surtout la maladie thromboembolique veineuse. Alors, il y a eu plus que des enseignements, il y a une liste de questions qui ne sont pas résolues, et on en a parlé hier, comme la durée du traitement, la place de certains médicaments, mais il y a beaucoup de questions. La première question qui s'est posée, c'est le facteur déclenchant. Vous savez que lorsque un patient fait une thrombose veineuse profonde, s'il a un facteur déclenchant clairement identifié, on va partir sur des traitements plus courts avec l'absence de bilan étiologique. Et en fait, la grosse question, c'est que bien qu'il y ait actuellement un consensus, une définition de l'ISTH sur le facteur déclenchant, eh bien les experts n'étaient pas d'accord. Et je vais vous donner un exemple très simple. Eh bien, quelquefois, nous apprécions mal le facteur déclenchant. On pense qu'il existe, on va partir sur une anticoagulation courte, mais en fait, on a sous-estimé certains facteurs qui seraient plutôt un facteur déclenchant majeur. Donc, l'analyse de ce facteur déclenchant est extrêmement importante. Les critères de récidive de thrombose, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais rien de consensuel. On a parlé un tout petit peu de la maladie veineuse post-thrombotique et surtout la place de la compression. Et là, on a entendu tout et le contraire de tout. On nous a dit que 6 mois d'une compression de classe 2 sous forme de chaussette, quelle que soit la topographie de la thrombose, était nécessaire. D'autres ont dit qu'il fallait la porter à vie. Enfin bref, il n'y avait pas de choses très, très intéressantes. Le sous-dosage des AOD, c'est un réel problème aujourd'hui, autant pour la fibrillation que pour la thrombose veineuse profonde. On a trop de patients actuellement qui sont d'emblée en sous-dosage. Pas parce qu'ils sont âgés, pas parce qu'ils ont une fonction rénale limite, parce qu'on ouvre le parapluie, on nous a dit que ça ne faisait pas saigner. Si je fais un sous-dosage, ça a l'air d'être efficace et ça ne fera pas saigner du tout. Et puis, il y a 2 registres qui ont été publiés, le registre Garfield et VTE Préfère, et qui montrent, on va le voir, le non-respect des recommandations en général, et puis souvent la mise en place des AOD sans rapport avec les AMM. Alors le facteur déclenchant, il y a un consensus qui existe, qui a été défini par l'ISTH, qui a été écrit par un Canadien qui est très connu, Cliff Kerion. Donc le facteur déclenchant majeur, c'est les chirurgies récentes, la traumatologie, l'immobilisation. Mineur, c'est l'obstétrique, la gynéco, le voyage, et les facteurs de risque persistants, vous les connaissez. Et en fait, où il y a eu quelques problèmes, c'est sur l'histoire des voyages. Parce que je me suis retrouvé dans une salle, on était une centaine de personnes, et un expert a dit voilà, le voyage, ce n'est pas forcément un facteur très important. Et donc, il y a eu des murmures dans la salle, donc il a fait voter la salle, et je vais vous faire la même chose. Donc, pour vous, un voyage en avion au moins de 10 heures, je ne parle pas de 4 ou 5 heures, est-ce que c'est un facteur déclenchant majeur, mineur ou intermédiaire? Alors, ceux qui considèrent que c'est majeur. Voilà. Mineur. Voilà. Et intermédiaire. Voilà. Et bien voilà. Donc, vous voyez que personne n'est d'accord. Et donc, l'expert qui intervenait, à lui, dit pour moi, le voyage, ce n'est pas du tout un facteur déclenchant. Et donc, voilà, c'est un Alors, pour nos 2 experts français qui représentent la France là, pour eux, ce n'est pas un facteur majeur. Donc, on en parlera tout à l'heure au niveau de la discussion. Alors, la sur- ou la sous-estimation du facteur déclenchant est à l'origine soit d'une anticoagulation qui est trop longue ou trop courte. Donc, lorsque vous avez un patient qui fait une thrombose veineuse profonde, il faut vraiment faire une enquête policière et essayer
de définir la chronologie des faits et de savoir exactement ce qui s'est passé et rechercher une hospitalisation d'il y a un mois dont le patient ne se rappelle plus, un traitement, etc. Alors ensuite, le sous-dosage. Alors le sous-dosage, eh bien, on est obligé de parler d'Einstein Choice, qui a été publié le 18 mars 2017. Donc, moi, quand j'ai fait mes premiers topos sur les AOD en 2008, j'avais mis une diapo en introduction, la tentation de l'extension. Maintenant, on y est en plein dedans. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Einstein Choice? On a pris des patients qui avaient été anticoagulés pendant 6 mois pour un premier épisode de thrombose veineuse proximale sans facteur déclenchant, a priori. C'était ça, mais finalement, ça a changé. Avec à la fois alors je reviens en arrière, du Xarelto 20 mg versus 10 mg et versus 100 mg. Le dosage de 10 mg existe actuellement pour la prévention de la maladie thromboembolique veineuse en chirurgie orthopédique. Deuxièmement, le Xarelto 10 mg a été testé pour la prévention en médecine. Ça n'a pas marché versus l'Ovenox 0,4 ml. Pourquoi? Parce qu'il y avait un surrisque hémorragique. Sur la prévention de la thrombose, c'est à peu près équivalent. Mais donc, l'étude a été un échec. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise du Xarelto 10 mg en relais du 20 mg, eh bien, c'est l'équivalent d'un Lovenox 0,4, pas plus. Donc, il faut en être conscient. Alors, voilà le topo qui est sorti dans le New England. Donc, il y avait 3 bras, vous voyez, de 600 patients à peu près pour chaque bras, avec une moyenne d'âge jeune, 57 ans, donc forcément ils étaient en pleine forme. Ensuite, une fonction rénale normale, donc vous voyez que c'est une population quand même qui est particulière. On nous avait dit au départ que c'était pour des thromboses non provoquées. En fait, vous voyez, donc les thromboses provoquées c'est 60% et les thromboses non provoquées c'est 40%. Donc on a un peu tout mélangé. Et puis les antécédents de thrombose étaient peu importants et les cancers en petit nombre. Enfin, voilà les résultats. C'est certes le rivaroxaban, qui soit 20 ou 10 mg, fait beaucoup mieux que l'aspirine. L'aspirine diminue le risque de récidive, ça a été montré dans d'autres études, entre 20 et 30% au grand maximum. On est tout à fait d'accord que ce n'est pas le traitement de référence dans la maladie thromboembolique. Et quant aux 20 et 10 mg, vous voyez qu'il y a peu de différence. Alors, les commentaires, c'est le choix des patients. C'est des patients qui sont randomisés sans distinction des patients ayant une TVP seule, EP ou TVP plus EP. Parmi ceux-ci, il y a 60% avaient des MPEV provoqués contre 40%. 3% avaient reçu des estrogènes ou des progestérones. 7% avaient une thrombophilie. 3% un cancer actif. Donc on a mélangé des patients qui relevaient effectivement de traitements anticoagulants prolongés, dans lesquels l'aspirine n'a pas du tout sa place. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, il faut rajouter que selon les conclusions de l'article, 1 an de traitement par rivaroxaban, pourquoi s'arrêter 1 an d'ailleurs, le détail des événements déclenchants n'est pas donné dans l'article et reste flou. Donc, ensuite, et ce qui me semble le plus important, il y a le risque hémorragique. Quand on va dans les appendix de l'article, ils ont tout mélangé, la gingivorragie, l'épistaxis, l'hémorragie digestive. Et puis, surtout, on n'a jamais comparé le 20 et le 10 mg en études non-infériorité pour savoir ce qui marchait sur des thromboses qui sont clairement identifiées. Donc, beaucoup de critiques. Alors, le point actuellement, c'est que lorsque vous avez une thrombose proximale ou une embolie pulmonaire, premier épisode, pas de facteur déclenchant. Donc, si on utilise le Xarelto, on va le faire comme on doit le faire, 2 fois 15 puis 20 mg à partir de 21 jours, et vous allez le donner pour 3 mois ou 6 mois, 3 mois étant le minimum syndical. Si vous partez sur du long cours, eh bien, vous pouvez donner du Xarelto 20, voire 15 mg en fonction des circonstances, notamment sur le plan rénal, ou éventuellement, si on suit Einstein-Schultz, 10 mg. Si vous prenez de l'héliquis, eh bien, l'héliquis, ça sera 2 fois 5, et puis ensuite, on peut relayer par 2 fois 2,5, compte tenu des études qui ont été faites, mais ce n'est pas obligatoire. Alors ça, c'est vrai que ça peut marcher. Le problème, c'est le cas numéro 2, et là, on n'a pas de réponse, c'est le patient qui récidive. Et ce qui a été, suite à l'article Princeps d'Einstein-Schultz, il y a eu 2 lettres dans le New England, dont une
d'un référent qui dit « je ne suis pas du tout d'accord parce que si c'est une récidive, on ne peut pas continuer sur 10 mg ». Donc si vous avez un patient qui fait une thrombose proximale ou une embolie pulmonaire et que c'est son deuxième épisode, toujours sans facteur déclenchant, eh bien, il vaut mieux utiliser, à mon sens, mais on pourra en discuter, du Xarelto 20 mg, voire du 15. Quant à l'Eliquis, c'est l'Eliquis 2 x 5 et pas 2 x 2,5. Donc, c'est quelque chose qui est en débat, ce n'est pas formel, mais néanmoins, ça mérite une discussion. Alors, ensuite, Alessandra vous en a parlé hier, hein, il y a eu l'étude PADIS-TVP qui a été présentée pour la première fois à Berlin. En fait, cette étude, elle est calquée sur la première étude qu'avait réalisée Francis Coutureau qui s'appelle PADIS-EP, c'est-à-dire à partir d'un certain temps, on prolonge la warfarine pendant 18 mois versus placebo, on arrête et on regarde ce qui se passe. Ben, ce qui se passe, c'est ce qu'on vous a dit depuis hier, c'est qu'à partir du moment où vous arrêtez vos anticoagulants, il y a toujours un risque de récidive, quelle que soit la durée du traitement. Hein, donc, je passe là-dessus. Alors, les registres. Donc, les registres, c'est l'expression de la vraie vie. Alors, si on prend la maladie thromboembolique veineuse sans cancer, et l'étude préfère, ben voilà ce qu'elle montre, et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est des patients qui étaient traités par rivaroxaban, et vous savez que pour le rivaroxaban, on n'a pas à faire d'initiation par les HBPM. Et en fait, dans la vraie vie, ben, vous voyez que c'est en rose, eh bien, il y a eu une initiation, ben, comme dans les études initiales, mais dans certains cas assez longtemps, par HBPM. Donc, c'est des médecins, parce que ça, c'est des médecins qui rentrent leurs patients comme ils le font habituellement. Donc, ils ne suivent pas ce qui est recommandé dans l'AMM du produit. La plus intéressante, c'est Garfield, qui a rassemblé 10 677 patients en Europe et aux États-Unis, avec le versant TVP et le versant EP. Donc là, on va prendre pour la thrombose veineuse profonde et l'anticoagulation pour les 30 premiers jours à partir où le diagnostic est fait. Donc vous voyez que c'est très hétérogène. La première chose, c'est que 89% de l'ensemble des patients a été traité d'emblée par une HBPM. Ensuite, il y a eu soit que 26% AOD uniquement, 25% tout AOD confondu, hein, y compris le Xarelto, ont été initiés par une HBPM. Il y avait un traitement HBPM AVK dans 29%, parentéral seul, et puis quand même, c'est un peu bizarre, 5% des patients ont été anticoagulés d'emblée par un AVK sans HBPM. Alors, si on va au-delà des 90 jours, on voit que les choses se normalisent, hein, puisqu'on arrive à peu près à 40% de patients qui sont traités par AOD, on suit les recommandations, avec une persistance des AVK à 20-25%. Si je prends maintenant la maladie thromboembolique veineuse et le cancer, eh bien, on va prendre l'anticoagulation pour les 30 premiers jours. Donc, c'est des patients qui ont un cancer actif. Donc, vous voyez que 56% à gauche ont eu un traitement parentéral par HBPM, ce qui est conforme aux recommandations actuelles. Mais quand même, il y en a 25... Voilà. Il y en a en tout 25% qui ont été traités d'emblée par un AOD. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'AMM pour les AOD en phase aiguë. Les études sont en cours. La première étude va être publiée début décembre, c'est Okusai VTE Cancer, et on verra ce que ça donne. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de médecins en Europe, aux États-Unis, hein, qui ont switché leurs habitudes et qui commencent d'emblée avec les AOD. Alors, les registres de la vraie vie sont importants. Moi, je pense qu'ils sont aussi, d'une certaine manière, pervers. Parce qu'il y a deux types de registres. Il y a les registres des médicaments qui sont sponsorisés par l'industrie et des registres où vous rentrez des patients comme Riété sponsorisé, mais ils font beaucoup d'études sur la typologie de la phlébite et tout ça, c'est un peu différent. Donc, ça consacre des attitudes qui sont non conformes aux règles de bonne pratique et d'une certaine manière les valide indirectement. C'est un message subliminal de l'industrie. Il faut être conscient et travailler comme ça. Il faut toujours revenir à la médecine hippocratique, hein, avec la citation que vous connaissez. Donc, ce n'est pas parce que c'est fait dans le monde, à droite et à gauche, un peu n'importe comment, que vous devez faire la même chose. Alors, l'arnaque, est-ce qu'il y a vraiment eu arnaque à ce congrès? Je vais en parler. Il y a eu une anticipation des grands experts sur la place des AOD dans le cancer et la maladie thromboembolique veineuse. On n'a pas arrêté de nous dire pendant 4 jours que les études, on attend les résultats, mais en même temps, donc c'est le en même temps de notre président jupitérien, en même temps on disait oui, mais tout ce qu'on sait, c'est que de toute façon ça va marcher. Donc voilà. La deuxième chose qui m'a choqué,
c'est la maladie thrombembolique veineuse, c'est ce qui a été dit, est une affection chronique, inflammatoire, évolutive. Donc le résultat, il est simple. Vous faites une phlébite, qu'elle soit provoquée ou non provoquée, vous prenez un anticoagulant à vie. Donc, et en plus, l'AOD, même à faible dose, réduit le risque de récidive, réduit le risque hémorragique, c'est actif sur l'athérothrombose, on n'avait pas les résultats de COMPASS, mais ils ont anticipé tous les jours, et en plus, ça réduit le risque de maladie veineuse post-thrombotique. Vous vous rendez compte que si ça marche dans le cancer, et si ça marche dans la carcinogénèse, je me prescris du Xarelto 10 mg dès demain matin. Mon take-home message, j'ai fini. La maladie thrombembolique veineuse, beaucoup d'incertitudes. Il y a le problème du facteur déclenchant qui est sur- ou sous-estimé. Le problème de l'utilisation à dose réduite des AOD, ça c'est un problème récurrent. La récidive de la MTEV, c'est pas clair. La nécessité de mettre en place un score qui isole les patients à fort risque de récidive, c'est ça le plus important. Quand vous anticoagulez définitivement des patients parce qu'ils ont fait une thrombose proximale sans facteur déclenchant, il y en a 70% que vous anticoagulez pour rien. Et 30% ou 20%, ça sera nécessaire. La maladie veineuse post-thrombotique, on en parle beaucoup, mais dans une cacophonie totale sur la compression. On a l'impression que ceux qui en parlent n'ont jamais vu une maladie veineuse post-thrombotique de leur vie. Et il faut un peu plus d'objectivité de la part des grands experts. Je vous remercie. On a un petit problème technique, ça ne marche pas là pour les questions. WhatsApp. Je ne sais pas là, si la technique peut venir nous régler ce problème. Y a-t-il des questions concernant l'intervention du docteur Laroche? Oui. Professeur Gilles Pernaut qui va nous parler de l'avion peut-être ou autre chose. Ouais, je vais vous parler du looping en fait, c'est ça. Non, j'ai juste un commentaire par rapport effectivement à cette difficulté de la classification des circonstances déclenchantes, majeures, mineures, qui explique effectivement qu'il puisse y avoir une certaine disparité dans les réponses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette classification majeure, mineure, elle est en fait liée à l'incidence des événements qui sont observés en l'absence de traitement. Je prends un exemple, si vous faites une prothèse de hanche, vous ne faites pas de prévention, c'est 80% d'événements thrombemboliques. Oui, donc on est tous d'accord pour dire que c'est une circonstance déclenchante majeure. L'avion, en fait, quand on rapporte le nombre d'événements qui sont observés sur le nombre de voyageurs, y compris de long cours, c'est peanuts. C'est très très faible. Alors on ne dit pas que ça n'existe pas, mais c'est ça qui explique qu'effectivement on ne peut pas les caler sur la même incidence que ce qui est observé dans ce que tu as montré, la chirurgie, l'immobilisation, etc., etc. Et c'est ça qui explique qu'en fait on va différencier cette histoire-là. Ceci dit, tout le monde est d'accord pour dire à l'heure actuelle que cette classification majeure-mineure, on va essayer de passer un petit peu au-dessus, en disant on a identifié effectivement une circonstance déclenchante et donc on va pouvoir affecter des traitements dits de courte durée. C'est ça en fait l'idée. Parce qu'après on joue sur des rapports qui ne sont pas très très intéressants. Oui. Oui, donc moi j'ai vu des papiers sur l'absence d'efficacité de la contention veineuse dans la prévention de la maladie thromboembolique. Qu'est-ce qu'il faut en faire? On continue à prescrire des contentions ou pas? Alors, je n'ai pas dit que ce n'était pas efficace. Ça, c'est sur la maladie veineuse post-thrombotique. Le dogme aujourd'hui, c'est qu'on utilise... Alors, il y a deux choses. Il y a la compression en phase d'urgence de la thrombose. Puis après, il y a à distance pour la prévention de la maladie veineuse post-thrombotique. Donc, dans la phase aiguë, c'est tout à fait indispensable parce que c'est de multiples actions que vous connaissez qui sont tout à fait bénéfiques et personne ne revient dessus. Par contre, dans les recommandations, ce sur quoi on revient, c'est la durée et est-ce que réellement ça prévient la maladie veineuse post-thrombotique. Il y a une étude qui a détruit, entre guillemets, la compression, c'est l'étude SOX, une étude canadienne, mais elle a beaucoup de critiques et de biais. Par exemple, porter une compression au Canada, c'est pendant 2 jours ou 2 jours et demi. Ce n'est pas tous les jours. En plus, les Canadiens, ils ont des gros problèmes pour porter la compression. D'abord, c'est très très cher. C'est vraiment le coût économique. Ce qui semble vrai, c'est que lorsqu'on fait une thrombose veineuse proximale, cette compression, elle sera de classe 2, voire de classe 3,
Ça dépend comment on supporte les choses, parce qu'on peut transiger là-dessus. Ce qui est dit dans les dernières recommandations, c'était au moins pendant 2 ans. Alors après, il y a encore des études actuellement en cours pour essayer de savoir. Mais je pense que pour l'instant, compte tenu de nos connaissances, d'expériences, de différentes publications, différentes études, il faut continuer à porter la compression. L'abandonner totalement, à mon avis, c'est une faute. C'est une erreur. Parce qu'on ne parle pas de la même chose entre les différents pays. C'est comme le problème des... on parlait du coût des médicaments. Gilles l'a envisagé hier. Je terminerai par un exemple. Nous avons un médecin du service qui maintenant travaille au Canada. Il est parti au Canada à Toronto. C'est Jean-Philippe Galano qui a beaucoup publié. Eh bien, au Canada, on lui a fait comprendre que pour faire ses traitements pour la MTEV, ce n'était pas forcément ce qui était écrit dans la recommandation, c'est un problème économique. Il n'utilise quasiment pas d'HBPM parce que c'est 17 à 20 $ l'injection. Il utilise de moins en moins les AVK. Les AVK, c'est moins cher, on est d'accord, mais le problème des INR, c'est très très cher. Donc ils utilisent les AOD, je ne suis pas contre, d'emblée, mais pour tout, y compris dans le cancer en phase aiguë. On a dit, on fait comme ça parce que de toute façon, les assurances ne prennent pas tout en charge, les HBPM et les INR. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai 3 petites remarques très courtes. Juste que les choses soient claires, quand vous dites sous-dosage en AOD, c'était la prescription à une dose insuffisante de l'AOD. Oui. Comme dans beaucoup de pathologies, on met un IEC, on dit on a mis l'IEC, ça suffit. Non, il faut avoir la dose recommandée, optimale, etc. Non, mais c'était pour que ce soit clair. Dans la littérature, on voit plein de séries où il y a eu des récidives, soit d'accidents ischémiques pour la F1, soit de récidives de thrombose ou d'embolie pulmonaire, parce que c'est des patients qui, dès la phase aiguë, sont sous-traités. Et la dose n'est pas la dose qui a été validée sur le plan thérapeutique, c'est dose réduite. D'où ma deuxième remarque très courte, qui ne nécessite pas obligatoirement une réponse, qui est sur les registres. Les registres, c'est quand même utile, ce n'est pas que l'industrie pharmaceutique qui les accompagne. Et là, grâce au registre, on a entre autres la réponse à la question, quelle est dans la vraie vie, les doses utilisées. Puis la troisième chose, c'est vrai que c'est maladie thromboembolique, veineuse et cancer. On sous-estime obligatoirement la prévalence du cancer dans la maladie thromboembolique veineuse parce qu'on ne va pas couper nos patients de la tête aux pieds, mais bien penser à vous, médecin généraliste, entre autres, quand vous voyez un patient qui a une maladie thromboembolique veineuse, toujours se poser la question, interrogatoire, examen clinique et certains examens paracliniques, à la recherche d'une pathologie cancéreuse, ça peut sauver nos patients. Merci. Oui, non, mais ça c'est bien codifié. On va maintenant vers des bilans qui sont quand même moins exhaustifs. Le bilan exhaustif, il faudra le faire chez des hommes de plus de 75 ans qui fument. Là, on peut être plus agressif. Mais toutes les études qui ont comparé des bilans complets, y compris un TEP scan significatif, n'ont pas été meilleures qu'un bon examen clinique avec des examens de base. Merci. Merci.